Merci Guylaine, merci Françoise, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. On va parler ce soir de la menace terroriste qui pèse sur nous et qui nous inquiète. Enquête sur les attentats déjoués, il y en aurait eu une dizaine en France en moins d'un an. Et puis question sur l'application de la nouvelle loi sur l'apologie du terrorisme. La justice est de plus en plus sévère envers les provocateurs du web, les jeunes radicalisés ou même parfois les ivrognes qui délirent. Qu'a-t-on le droit aujourd'hui de dire en France et de ne pas dire? Attentat? Peut-on éviter la psychose? C'est le thème de ce 320e numéro de Complément d'enquête. Sur le procès verbal, il était écrit noir sur blanc, Mehdi, 8 ans, profession élève, poursuivi pour apologie d'acte de terrorisme. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous? Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit que sincèrement, on marche sur la tête. Une infraction qui a été codifiée dans notre code pénal pour poursuivre les recruteurs de djihadistes, ceux qui font de la propagande pour le terrorisme, appliquée à un enfant de 8 ans qui tient des propos malheureux. Réellement, je me suis dit, voilà, on est en France, en pleine hystérie. L'extrait que l'on vient de voir, c'est l'avocat d'un enfant de 8 ans qui a été entendu pour apologie du terrorisme. L'avocat se demande si la France n'est pas en train de devenir hystérique. C'est une des questions qu'on va se poser ce soir. Une chose est sûre, nous sommes bien toujours sous la menace. L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic l'a rappelé il y a quelques jours en quittant ses fonctions. Selon lui, le pire est à venir. Nous avons enquêté sur 2 attentats déjoués. D'abord, ces 3 jeunes qui ont été interpellés l'été dernier et qui auraient eu le projet de décapiter un haut gradé militaire. Et puis, l'affaire de Sid Ahmed Glam qui avait tenté d'attaquer une église à Villejuif. Nous partirons enfin en Hongrie où la parano semble s'installer depuis que les migrants traversent le pays. Là-bas, on les assimile carrément à des terroristes. Pour en parler, nous sommes venus ici, sur le parvis de Montparnasse, entre une des très grandes gares parisiennes et la plus haute tour de Paris. C'est forcément un endroit très surveillé depuis le renforcement de Vigipirate. Dans les fauteuils rouges, tout à l'heure, nous recevrons un avocat qui pense qu'il faut la plus grande fermeté envers tous ceux qui nous menacent actuellement. Nous serons aussi avec un spécialiste d'Internet qui, lui, s'inquiète sur la loi, sur le renseignement et les risques d'atteinte à nos libertés. Et puis, nous recevrons une mère dont la fille est partie vivre avec les terroristes en Syrie, avec les terroristes de l'État islamique. Mais d'abord, notre enquête, les attentats déjoués, c'est une enquête avec des révélations et des témoignages inédits. Elle est signée Tristan Oualex, Romain Boutilly, Vincent Gobert et Olivier Broutin. Au pied du port de Lers, 1,57 d'avance, mais l'écart... Juillet dernier, au cœur des Pyrénées, dans la caravane du Tour, un invité inhabituel attire les caméras. Alors il est dans les 10 premiers. Le Premier ministre Manuel Valls est venu parler maillot jaune, mais aussi drapeau noir. La plus belle réponse face au terrorisme, c'est un pays debout et fier de la France. C'est-à-dire vigilance, mais ne pas reculer, ne pas avoir peur. Jamais. La vigilance, la mobilisation, elle est de tous les instants. Nous le démontrons avec l'interpellation d'individus qui s'apprêtaient à commettre un attentat sans doute spectaculaire. Déclaration étonnante, au milieu des cyclistes et des spectateurs. La veille, chose rare, le président de la République a lui-même demandé à son gouvernement de briser le secret défense. La France doit savoir, un attentat vient d'être déjoué. Cette semaine, nous avons également prévenu des actes terroristes qui auraient pu être produits. Le ministre de l'Intérieur fera une communication demain à cet effet. Ces individus, actuellement en garde à vue, projetés de commettre une action terroriste contre des installations militaires françaises. Le parquet antiterroriste, d'habitude si discret, envoie un long communiqué de presse à tous les médias. Truffé de détails, il raconte un scénario morbide, repris en boucle par les journaux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. La France, plus que jamais, sous la menace terroriste. L'actualité, c'est aussi bien sûr cet attentat empêché par les services de renseignement. Leur idée macabre, c'était d'enlever et de décapiter un officier gradé d'une base militaire du sud de la France. En filmant la scène avec une caméra pour diffuser ensuite les images sur Internet. La cible de cet attentat, qui n'a jamais eu lieu, se trouve au bout de cette route, près de la frontière avec l'Espagne. Le sémaphore de Béar.
un des suspects y a travaillé comme guetteur pour la marine. Avec ses 2 complices, il aurait prévu d'assassiner des militaires et de trancher la gorge du chef de la base. Ismaël, Djibril et Antoine, sans casier judiciaire, viennent de tout avouer aux enquêteurs. Je félicite nos services de renseignement. Pour ce nouveau coup porté aux terroristes, rien ni personne n'empêchera les Français de vivre comme ils l'entendent, c'est-à-dire debout et libre. Je vous remercie. Le gouvernement triomphe, mais il est accusé de parler trop vite. Les suspects ont été arrêtés il y a à peine 48 heures. Ils sont encore en audition. Et les perquisitions ne donnent pas grand-chose. 2 caméras, une paire de gants et aucune arme. Quant au projet d'attentat, pas de date précise, peut-être début 2016. Il y a une volonté de communication politique et non pas uniquement de lutte antiterroriste. Moi, je suis étonnée de voir le ministre de l'Intérieur venir précipitamment devant les écrans alors que les personnes concernées sont en garde à vue. La menace terroriste est au plus haut. Ce climat aurait-il poussé la justice à se précipiter? Les enquêteurs auraient-ils surestimé ces 3 jeunes? Vous auriez trouvé une calache, un AK-47, une grenade. Je veux bien, à la limite. Là, j'aurais dit merde, là, il y a un problème avec mon fiston. Et ils ont pris un pistolet en plastique à billes qu'il avait eu quand il était gamin, quand il avait l'âge de 6 ans. Non, mais on se moque de qui, là? Avec ça, il va aller faire le djihad. Avec ça, il risque de tuer quelqu'un. La veille, j'étais au cirque avec mon fils. Officiellement, un attentat serait déjoué chaque mois. Le lendemain, ils viennent, ils défoncent la porte. Retour sur ces projets d'attaque, plus ou moins élaborés, qui affolent les services de renseignement. C'est l'histoire d'une présumée filière terroriste qui aurait voulu décapiter un militaire. Notre enquête débute dans une banlieue chic. Première surprise parmi les suspects, Antoine, un fils de bonne famille, domicilié près de Versailles. Il vivait chez sa mère. Elle ne voit pas notre caméra. Il était tellement heureux d'avoir eu son bac, il se projetait à faire son BTS, donc il n'était absolument pas dans cette perspective-là, je vois bien. Antoine, un converti de 19 ans, a avoué le projet d'attentat. Il a été écroué, mis en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Ce que l'on reproche à Antoine, c'est vrai, ça peut être possible? Non. Vous êtes convaincu que non? Je sais, il s'est fait embarquer, c'est tout. Apparemment, il a avoué quand même en garde à vue. Vous savez, les gardes à vue, on m'a dit, on n'a plus d'horaire, on ne sait plus. Il y a eu des pressions, si tu nous dis pas ça, attention à ta maman et ta petite sœur. Tu verras ta maman et ta petite sœur, on va les menotter par terre, qu'Antoine, à la fin, peut-être a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Des pressions invérifiables, mais cette maman est persuadée que le dossier est vide. Elle n'est pas la seule à douter. Le député Alain Marceau a été juge antiterroriste, un homme à poigne qui a passé sa vie à chasser les poseurs de bombes. Pour lui, le trio arrêté cet été n'a rien à faire en prison. Que l'on surveille des individus susceptibles de présenter un danger, djihadistes ou pas djihadistes, c'est bien sûr le job de nos services de renseignement et des autorités. Mais enfin, il faut voir quelle est la barrière que l'on doit mettre en ce qui concerne le passage à l'acte ou pas. Dans cette affaire, j'imaginais qu'un mal, c'est des pieds nickelés, apparemment. Aller assassiner un officier dans un endroit perdu de la Côte d'Azur, etc., ça me paraît un petit peu fantasmagorique. On est peut-être plus dans le fantasme que dans la réalité de l'action. Les 3 djihadistes en herbe étaient-ils vraiment de dangereux terroristes? L'homme présenté comme le cerveau, l'instigateur du projet criminel, était lycéen dans cet établissement du centre-ville de Valenciennes. 5 jours avant de découvrir la prison, Ismaël, 17 ans, décrochait son bac scientifique, avec mention et 1 an d'avance. Il était même le chouchou de ses professeurs. On a tous été étonnés du nom quand il est apparu. C'était on peut dire élève exemplaire, voilà. Moi je veux dire, il avait peur de rentrer dans mon bureau. Parce qu'il était timide. Celui que l'on surnommait cet été le Ben Laden de Valenciennes avait une bande de potes, des fans de jeux vidéo, comme lui, à peine majeurs. Muets depuis le début de l'affaire, ils ont accepté de sortir de l'ombre. En plus, il est avec ses amis à côté. Pour dénoncer la cabale dont seraient victimes leurs meilleurs copains. Et nous, comme on le connaît personnellement, quand on voyait ça, c'était dur de se retenir et de pas de leur dire mais vous dites n'importe quoi, vous connaissez pas,
faut s'arrêter à un moment, vous partez dans des délires profonds presque, hein. C'est devenu de la paranoïa presque. À les entendre, rien à voir avec le portrait du terrible fanatique radicalisé. Tous les gens qui disent que c'était un asocial, qu'il sortait pas, déjà ça c'est faux, puisque on faisait des sorties tous ensemble avec lui, donc il sortait, hein, il avait des amis. Il était normal. Normal, c'était comme nous quoi. Il a pas pu avoir une vie secrète? Bah, une double vie? Une vie privée, mais une vie secrète, c'est pas imaginable. Quand vous voyez, on était en contact dans la vie, par le lycée, on se voyait souvent. Après le soir, il restait en contact avec nous sur les réseaux sociaux ou sur les jeux en ligne, où il aurait trouvé le temps d'avoir cette vie de terroriste. C'était pas un mec vachement affûté, enfin, pas physique ni rien. Il était grand, Non, un peu plus petit que moi. Il avait un peu d'asthme aussi. Quand on dit que soi-disant il avait pour plan d'aller égorger un haut gradé, bah, il faut déjà qu'il s'infiltre sur la base militaire, qu'il arrive à contenir des militaires. Franchement, c'est pas quelqu'un comme Ismaël qui ferait ça. Hein. Ismaël, le môme timide, jouait pourtant les gros durs sur Internet. Nous avons facilement retrouvé sa trace sur des forums de jeux vidéo, sous le pseudo V for Vendetta. Des discussions surréalistes, du djihad LOL entre Black Dado et délire pro-Daesh. Des forums publics où Ismaël aime se faire appeler le terroriste. Salut le terreau, ça va? Wesh, bien et toi? Putain Ismaël, tu fais tout sauter sauf le tram, je le prends parfois. Toi je t'aime, donc t'inquiète pas. Où partir pour un an à l'étranger? En Syrie ou en Irak, service militaire offert. Hypnotisé par Daesh, Ismaël se fait plein de nouveaux amis virtuels, comme Moussa, 16 ans. Fiché S par les renseignements, S pour atteinte à la sûreté de l'État, il se dit repenti. Il a longuement discuté avec chaque membre du trio arrêté cet été. Donc voilà, ça c'est le genre de vidéo qu'on regarde, ça les fascinait. On va dire ils étaient envoûtés, endoctrinés, enrôlés par ces vidéos-là. On était conscients d'être radicalisés, d'ailleurs on ironisait parfois sur ça. Pourquoi? On disait voilà, bon bah, espèce d'islamiste radical, voilà ce que t'as dit. Enfin, voilà, on était en train d'ironiser les propos que tenaient les médias. En fait, on était un peu, on va dire, des soldats qui rêvaient de s'engager dans une cause. Et vous étiez prêt à vous engager jusqu'où avec Antoine, Ismaël et Djibril par exemple? Ismaël, Antoine, Djibril, etc. Ils étaient... ils ne voulaient pas faire d'attentat du tout. On n'était pas trop pour. Et on rêvait surtout de s'engager à être en Syrie militairement. Des ados qui fantasment sur la Syrie lors de conversations pas très discrètes. Mais le trio aurait aussi dialogué en crypté avec des djihadistes étrangers qui les auraient incités à frapper en France. À Valenciennes, la police alerte alors la mère d'Ismaël, qui demande que son fils soit interdit de sortie du territoire. Après, on a fait venir des religieux qui lui ont expliqué que c'était pas possible, qu'il allait tuer ses frères, que c'était pas ça. Et il nous a pris dans les bras, moi et son père. Il nous a dit qu'il s'était trompé, il a pleuré. De là, après, je veux dire, c'était devenu normal, quoi. Il avait compris qu'il s'était trompé, on vivait normalement. Il voulait plus partir en Syrie Non, il voulait plus partir en Syrie. Il a dit qu'il n'était pas Daesh. Voilà, il a compris qu'il faisait des trucs monstrueux, en fait, là-bas. Donc, lui, il voulait faire le bien. Donc, forcément, il a dit c'est pas possible. Mais sur Internet, Ismaël continue de fanfaronner. C'était cool, le tribunal. Ses convocations, ses parents qui s'inquiètent, et même son interdiction de sortie du territoire, brandie tel un trophée. J'aurais pu vous faire une dédicace avec ma calache et tout. Difficile de savoir ce qui relève de la provocation malsaine ou de la préparation réelle d'un attentat. On formera un crew pour le 11 septembre 2016. Je rigole, Gilbert, du calme. Gilbert, tout simplement parce que c'est un petit nom qui a été donné en référence aux policiers qui n'arrêtent pas de surveiller les sujets. Donc vous les narguiez? On les narguait par ce biais-là. On disait
Non, mais Gilbert, ne t'inquiète pas, on va rien faire du tout. Voilà, des choses comme ça. Dans la vraie vie, ses copains de classe aussi découvrent les obsessions djihadistes d'Ismaël. Mais ils les prennent à la légère. On est jeunes, du coup, forcément, ça arrive très vite qu'on perde notre sérieux. Et du coup, quand on parlait de sujets comme ça, ça arrivait souvent qu'après, on commençait à se taper des petits délires du style je vais faire un attentat contre Israël parce que j'aime pas ce gouvernement, ou je vais aller défendre la Syrie. C'était une forme d'humour noir au final. On rigolait, mais en même temps, on savait que nos propos, on les pensait pas réellement. L'humour noir, une excuse inaudible pour le rapporteur de la dernière loi sur le terrorisme. À en croire le député Pietrasanta, Ismaël n'a rien à rigolo. Quand un gamin de 17 ans veut tuer un militaire dans une base du Sud, je considère que c'est loin d'être un lampiste. C'est quelqu'un qui veut commettre un acte quelqu'un terroriste. qui fait des blagues, dit-il, de l'humour noir sur Internet, et quelqu'un qui veut passer à l'acte. Mais à un moment donné, il faut aussi, quand on a 17 ans, on est aussi responsable. On ne fait pas ce genre de blagues. Dire qu'on va poser avec sa calache en Syrie, c'est juste insupportable. Et c'est un élément matériel avec d'autres qui peuvent constituer des éléments pour caractériser une infraction pénale. Alors où placer le curseur? Quand arrêter un adolescent qui se trouve sur une pente glissante? Selon René-Georges Kéry, ancien patron de l'antiterrorisme français, il n'y a pas débat. La justice doit frapper au plus vite. Si on doit intervenir trop tôt, c'est pas grave. L'essentiel en intervenant trop tôt, c'est surtout d'empêcher un éventuel acte meurtrier. C'est ça qui est le plus important. Et tant pis si on intervient trop tôt et si on pense qu'effectivement on a accroché du menu fretin, Kouachi, Koulibaly, tous ces types qui avaient des petits casiers judiciaires de petits voleurs et qui étaient considérés comme des petits délinquants, c'était vraiment des médiocres avant de passer à l'acte. Donc avant c'était des médiocres, après ce sont devenus de dangereux terroristes. Si l'arrestation du trio a été particulièrement précoce, c'est aussi parce que la France avait connu 3 mois plus tôt un sérieux raté. Un projet d'attentat que cette fois-ci, les services de renseignement n'ont pas vu venir et qui a été empêché seulement grâce à un gros coup de chance. Le 19 avril, depuis sa chambre, un étudiant en informatique de 25 ans appelle les secours. Il s'agit de Sid Ahmed Glam, qui vient de se tirer une balle dans la jambe. Prévenu, la police découvre, dans le coffre de sa voiture, un arsenal de guerre. L'homme s'apprêtait à ouvrir le feu sur les fidèles d'une église à Villejuif. Le bain de sang est évité, en partie seulement. Près de l'église, le corps d'Aurélie Chatelain, 32 ans, est retrouvé sans vie. Glam nie l'avoir assassiné, mais c'est bien son arme qui a servi à la tuer. Aujourd'hui, pour la première fois, la discrète famille Chatelain a accepté de s'exprimer. Savoir qu'elle a pu souffrir, qu'elle a pu... Enfin, on ne sait pas ce qui a pu lui passer par la tête, même si ça durait que quelques dizaines de secondes. C'est effrayant. À ce moment-là, c'est effrayant, ça. Des tas de questions les hantent. La mort d'Aurélie aurait-elle pu être évitée? Comment Glam a-t-il pu agir en toute liberté? Je sais qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque personne, c'est sûr. Mais des cas précis comme ça devrait être mieux surveillé pour éviter qu'il n'arrive des catastrophes comme il est arrivé, quoi. C'est pas normal. On ne peut pas laisser des gens susceptibles d'attentats. On les connaît, à la base on les connaît, on les sort fichés et on les laisse faire. Dès le départ, s'il y a une personne qui est susceptible, dès le départ, il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose à faire. Car l'assassin présumé de leur fille était censé être surveillé. Il était dans le radar des services de renseignement depuis mai 2014. C'est ce qu'a découvert l'avocat des Chatelains. Sid Ahmed Glam, il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est qu'on sait qu'il a fait l'objet à un moment d'un signalement. On le sait. C'est-à-dire qu'en ce sens qu'il a parlé de djihad dans sa famille, il a parlé d'attentats, il a parlé de Syrie, et ça a été entendu. Ça a été entendu parce qu'on le retrouve dans le dossier. Et s'il y a un dysfonctionnement des renseignements, de la police, c'est là-dessus que nous, famille d'Aurélie Chatelain, nous attaquerons. Devant les députés, le ministre de l'Intérieur s'en est justifié. Le petit frère de Sid Ahmed Glam, âgé de 9 ans, a indiqué au service que son frère se radicalisait. Il a donc été procédé à l'audition de Sid Ahmed Glam par les services
audition qui n'a rien révélé, et malgré cela, les services, par-delà l'entretien administratif, ont estimé qu'il était nécessaire de procéder à un suivi téléphonique de Sid Ahmed Glab. Ce suivi téléphonique n'a rien révélé. Malgré les écoutes, malgré la fiche S, la police ne voit pas ses 2 voyages à la frontière syrienne, ni ses messages cryptés qu'il reçoit de combattants français de Daesh. Elle ne voit pas qu'à son retour, Glam est téléguidé depuis la Syrie, comme le montrent ses échanges secrets retrouvés dans son ordinateur. Essaye de trouver une bonne église, avec du monde. Et regarde aussi pour que tu puisses repartir rapidement et facilement. Pour l'église, j'ai cherché. Et en Île-de-France, c'est difficile pour repartir. Les bonnes églises ou paroisses sont toutes près d'un commissariat ou gendarmerie. Et l'église, ça prend plus de temps pour les tuer. On peut dire qu'il est passé à travers les mailles, c'est un véritable ratage, et en même temps, il incarnait un profil quasi indétectable. Les communications, c'est la façon la plus simple de surveiller les gens, et avec l'arrivée de tous ces logiciels cryptés, de chats cryptés, comme voilà, Signal, Telegram, enfin bon, ils s'en produisent 10 à la douzaine chaque année. C'est un vrai problème pour les services de renseignement, parce qu'ils ne sont pas tous en mesure de les décrypter en temps réel, donc la surveillance devient inopérante. Le décryptage après coup des discussions fait comprendre aux enquêteurs l'étendue du raté et l'organisation méticuleuse de l'attentat. Tu vas trouver sur cette rue une sandwicherie qui est dans un angle. Tu regardes parmi les voitures garées là et tu cherches une Renault Mégane. Tu regardes sur la roue avant droite, tu vas trouver les clés posées dessus. Tu ouvres, tu récupères le sac, tu rentres en transport à la maison. Mets des gants quand tu touches la voiture. Le paquet, c'est ce dont tu as besoin pour travailler. Une bombe humaine, invisible, finalement stoppée par chance. De jeunes ados qui jouent aux djihadistes sur Internet. Aujourd'hui, le profil des terroristes potentiels a complètement changé. On est un peu dans le lumpenprolétariat du terrorisme par rapport à ce qu'on a connu aux grandes années du terrorisme. Alors forcément, la justice réagit de manière différente. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on lance un filet, c'est la pêche au chalut, puis on récupère dans ce filet des gros poissons, des petits poissons, et après on en jette, on en garde. C'est un autre monde du terrorisme. Et celui-ci, j'ai l'impression que personne aujourd'hui ne l'appréhende réellement. En 3 ans, parmi les 5000 Français fichés par les renseignements, près de 200 personnes ont été mises en examen pour leur implication supposée dans des filières djihadistes. Et voilà pour cette enquête signée Tristan Walex et Romain Boutilly sur ces attentats déjoués. L'enquête se poursuit sur la tentative d'attentat à Villejuif, puisqu'on a appris hier que 2 complices présumés de Sid Ahmed Glam avaient été arrêtés en Seine-Saint-Denis. On se retrouve ici au 56e étage de la Tour Montparnasse, au restaurant Dans le Ciel de Paris. Avec vous, Valérie de Bois-Rollin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la mère d'une petite Léa qui, il y a 2 ans, est partie pour la Syrie avec son petit copain, un certain B, un islamiste. Vous racontez cette histoire dans ce livre Embrigadé qui est sorti aux presses de la Cité. Un livre pour raconter que vous n'avez rien vu venir. Rien vu, voilà. Donc c'était aussi pour témoigner que ça peut arriver à tout le monde, hein, et que nous, on n'a absolument rien vu du tout venir. Notre fille avait continué à avoir sa vie normale avec nous. Et derrière, elle continuait, donc elle avait sa vie avec ce garçon. C'était une adolescente normale, donc presque 17 ans. Vous aviez une relation assez fusionnelle, vous étiez très fusionnelle, très fusionnelle avec ma fille. Oui, on parlait beaucoup, elle me racontait tout, voilà. Et puis elle tombe amoureuse donc de ce B, qui est, qu'est-ce qu'on peut dire, un radical, un islamiste radical. À l'époque, bon. Voilà, je ne savais pas trop. Maintenant, on a un peu plus de preuves par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, voilà, en plus, lui, il ne montrait pas spécialement qu'il était dans les extrêmes, on va dire. Alors, il y a eu quelques petits signes, tout de même. Quelques petits signes. C'est vrai que la première fois, quand je l'ai rencontré, il ne me regardait pas dans les yeux, il n'a pas voulu me serrer la main. Donc, de là, j'ai commencé à dire à ma fille, bon, je pense que lui, il va falloir que tu arrêtes tout de suite avec ce garçon. Alors, elle quitte le pavillon que vous habitez. Elle reste encore 6 mois en France. Vous la recherchez parce qu'elle est mineure. Oui. La police les retrouve. La police les retrouve, donc suite à un banal contrôle d'identité. Et de là, donc, ils nous appellent. Donc, on récupère notre fille. Donc déjà, c'est le choc parce qu'on récupère notre fille avec elle est habillée en burqa. Et donc, nous, on rentre à la maison et je sentais que de toute façon, il aurait tout fait pour récupérer notre fille.
Donc j'appelle le commissariat de mon quartier pour leur demander s'ils peuvent me mettre un policier au moins devant la porte. Donc bon, c'était au mois de juillet, ils me disent que c'était pas possible. Et puis là, du coup, elle est repartie. Dans la nuit, elle est repartie. Et ils ont réussi à franchir la frontière. Et ils ont réussi. Donc elle étant recherchée pour disparition inquiétante. Lui était aussi, était pas recherché apparemment, mais il avait une fiche de renseignement pour individus dangereux. Et ils ont pu prendre tous les deux l'avion pour aller en Turquie et ils se retrouvaient donc en Syrie. Alors, il avait une fiche de renseignement. Il faut dire effectivement que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui lance des appels au meurtre sur Internet, qui traite François Hollande de gros porc, qui est même considéré comme un des porte-parole de l'État islamiste. Votre fille, elle est avec lui, elle est là-bas depuis 2 ans. Vous avez gardé des contacts. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous raconte sur sa vie? Elle a eu un enfant? Elle a eu un enfant. Donc, ce qu'elle me raconte, que, comme on va dire, si ce n'est pas un pays en guerre, comme une jeune femme qui donc s'occupe de son enfant, s'occupe de la maison, fait à manger, des choses comme ça. Est-ce qu'elle vous parle de la guerre, des bombardements? Elle m'en parle de temps en temps, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Il n'y a qu'une seule fois, effectivement, elle était avec moi et du coup, elle a tout stoppé et elle a repris communication parce qu'il y a une bombe qui venait juste de tomber et que donc il y avait une jeune femme qui habitait dans le même bâtiment qu'elle, qui était gravement blessée. Donc elle, m'a dit j'ai échappé. Mais sinon, c'est très rare. Mais vraiment très rare et je dirais que j'ai commencé presque 2 ans après son départ à lui poser des questions. Mais c'est vrai que nous, en tant que parents, on a peur en même temps d'avoir, par rapport aux questions, les réponses nous font peur aussi en même temps. Est-ce qu'elle vous parle de son compagnon, du père de son enfant, qui encore une fois lance des appels au djihad? Non, je veux pas. En tout cas, moi, je fais pas en sorte qu'elle me parle de lui. En revanche, lui, une fois, lui a pris le téléphone et vous a directement menacé? Oui, il m'a menacé en me disant que de toute façon, quand il reviendrait, s'il revient un jour avec ses frères musulmans, je serais la première qui viendrait égorger. Mais depuis ce moment-là, donc de toute manière, moi, j'essaye de le sortir un peu de ma vie pour vraiment me fixer sur ma fille et maintenant son fils. Alors avec votre mari et avec d'autres parents, vous avez participé à une campagne de sensibilisation. On a vu des spots à la télévision pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Je vous propose de voir un extrait de cette campagne avec votre mari justement qui témoigne. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal ». Et je suis parti en Syrie pour faire le djihad. Et là, vous avez toute la terre qui vous tombe dessus. On nous a volé notre enfant. Léa, qui est partie, cette personne joviale, joyeuse, et pour nous, est morte. Nous ne sommes pas des parents de terroristes, nous sommes des victimes. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Voilà, nous sommes des victimes du terrorisme, nous ne sommes pas des parents de terroristes, sont les mots de votre mari. On sait que là-bas, ils sont beaucoup sur Internet. Il est possible, même vraisemblable, que Léa ait l'occasion de regarder cette interview qu'on est en train de faire. Si elle vous regarde là, vous avez envie de lui dire quoi? J'ai envie de dire que je l'aime, que de toute manière, ça restera toujours ma fille. Quoi qu'on puisse lui dire là-bas, qu'on est peut-être des mécréants pour elle, qu'on vit dans le mensonge, mais si c'est faux, que c'est eux qui vivent dans le mensonge. Et que voilà, et si elle peut revenir, il n'y a pas de problème. Vous lui dites rentre avec ton bébé, rentre avec ton bébé, il n'y a pas de problème. On s'occupera d'elle, la porte, elle sera toujours ouverte pour elle de toute façon. Merci beaucoup Valérie de Bois-Rollin, donc auteur de ce livre Embrigadé sur l'histoire de votre petite Léa. Et alors c'est justement à la suite du départ de tant de jeunes vers la Syrie à l'automne dernier que la France a adopté un nouveau texte sur l'apologie du terrorisme qui prévoit des peines beaucoup plus sévères. Alors c'est une loi qui devait surtout servir à essayer de sanctionner les recruteurs, ceux qui incitaient les jeunes comme votre fille à partir faire le djihad. Sauf qu'à notre connaissance, jusqu'à présent, aucun recruteur n'a été jugé pour apologie du terrorisme. Ceux qui l'ont été ont plutôt été des provocateurs, voire parfois même des poivreaux ou des piliers de bar. Délit de propagande, c'est un reportage de Raphaël Chapira, Jean-Marc Nouknouk et Alice Panouillot. Paul, t'as serré avec quelle clé, quel 6? C'était il y a 8 mois, juste après les attentats de Charlie. Comme chaque matin depuis 10 ans, Mohamed Kebabsa travaille dans son atelier. Il est 10h45 quand ce père de 4 enfants reçoit un appel qu'il n'est pas prêt d'oublier. J'ai reçu un coup de téléphone
de commissariat des Moulins. Il m'a dit, vous pouvez venir tout de suite. Je lui ai dit, pour quelle raison? Il m'a dit, oui, vous êtes convoqué pour apologie de terrorisme, vous et votre fils. Bon, sur le coup, j'étais un peu inquiet, surtout quand il m'a parlé pour apologie de terrorisme. J'étais vraiment inquiet, j'étais pas bien. Mohamed Kebabsa comprend tout de suite de quoi il s'agit. Quelques jours plus tôt, Mehdi, son fils de 8 ans, a provoqué un incident lors d'un débat dans sa classe de CE2. Au lendemain des attentats, le jeune garçon élevé dans une famille musulmane très pieuse s'était dit du côté des terroristes. Je voyais le maître, il a une maîtresse, et le directeur, il était à l'écart. J'arrive, ils m'ont dit, vous avez vu votre fils, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais il a fait quelque chose de très très grave. Moi, j'ai pensé qu'il a poussé quelqu'un ou... Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont dit, voilà, votre fils dit que je suis avec les terroristes, puisque vous avez fait la caricature sur le Mahoumi. Mais je dis au maître, je dis, c'est un gamin. Je dis, vous me laissez parler avec mon fils. J'ai parlé, je me suis mis avec mon fils, je lui ai dit, c'est vrai que tu as dit ça. Il m'a dit, papa, j'ai dit ça. Je lui ai dit, est-ce que tu sais c'est quoi le terrorisme? Il m'a dit non. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué, je lui ai dit, il y a des gens qui sont morts, ils ont des parents qui ne rentrent pas à la maison et tout ça. Mais il ne sait pas ce que ça veut dire le terrorisme. Lui, pour lui, c'est le prophète. Il a répondu sur l'histoire de prophète. Après cette mise au point, Mohamed Kebabsa est convaincu que l'histoire s'arrête là. 3 semaines plus tard, son fils est pourtant auditionné au commissariat pour apologie du terrorisme. En quelques heures, l'affaire s'embrase et fait la une. Cette polémique à Nice, l'affaire devait-elle se régler à l'école ou devant la police? Dans le quartier, les parents d'élèves sont en colère. Vous allez monter une communauté sur une communauté, faut arrêter tout ça. Il a 8 ans. Pour calmer le jeu, du bout des lèvres, la police admet la maladresse. Je pense que compte tenu de son âge, un entretien, une médiation aurait été plus opportune sur la forme. Tout défendre. Apologie du terrorisme. Un ancien délit de presse, passé au code pénal dans la loi antiterroriste de novembre 2014. Qui est pour son adoption. L'idée, c'est de s'attaquer à ceux qui recrutent pour le djihad, via des vidéos de propagande, mais aussi à ceux qui soutiennent la cause. Faire l'apologie du terrorisme, en parler de façon positive dans la rue ou sur Internet, c'est passer en comparution immédiate et risquer 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Après les attentats, des dizaines de peines de prison ferme sont prononcées partout en France. Qui sont ces condamnés? Sont-ils tous proches de Daesh ou bien de simples provocateurs? Huit mois après les faits, pour la première fois, le petit garçon raconte ce qu'il a vécu. Au-delà de l'audition au commissariat, le plus dur pour Mehdi, c'était surtout l'ambiance à l'école, après ses propos déplacés. Quand j'avais dit que j'étais dans le camp des terroristes, le maître il allait le dire au directeur, et le directeur il m'avait pris par ma joue, il m'a dit qu'il t'a dit ça. Je l'ai dit personne. Et après ça avait sonné et j'étais tout seul dans la cour, personne ne voulait jouer avec moi. Et t'as compris que tout le monde se fâche? Oui. Sur le moment, tu as compris? Oui, il y avait tous les élèves de ma classe qui n'arrêtaient pas de me traiter de terroriste. Et pendant la semaine qui suit, ils n'arrêtaient pas de me frapper tous. Il valait mieux partir de l'école. Toi, tu voulais plus y aller, Mehdi? Non, j'ai même plus envie d'y passer par là-bas. Il y a des jours, il fait le cauchemar. Et, bien sûr, il était stressé. Là, aujourd'hui, il vous parle comme ça. Avant, quand il commençait à il prenait les mains comme ça, il était stressé. Pendant près de 2 mois, Mehdi reste à la maison. Depuis, il a changé d'établissement. Dans son ancienne école, plus personne ne veut s'exprimer. Et est-ce que monsieur le directeur accepterait de répondre à quelques questions? Il veut oublier l'histoire. Il veut surtout pas qu'on ravive quoi que ce soit. Voilà. Désolé. Voilà. Mohamed Kebabsa a décidé de porter plainte contre le directeur. L'avocat de la famille
était au commissariat avec Mehdi et son père. Il ne comprend toujours pas ce dérapage. Sur le procès-verbal, il était écrit noir sur blanc, Mehdi, 8 ans, profession élève, poursuivi pour apologie d'acte de terrorisme. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous? Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit que sincèrement, on marche sur la tête. Une infraction qui a été codifiée dans notre code pénal pour poursuivre les recruteurs de djihadistes, ceux qui font de la propagande pour le terrorisme, appliquée à un enfant de 8 ans qui tient des propos malheureux. Réellement, je me suis dit, voilà, on est en France, en pleine hystérie. Mehdi et son père n'ont jamais été poursuivis par la justice. Mais dans les 6 semaines qui ont suivi les attentats, 300 affaires passent devant les tribunaux. Tous les condamnés ne sont pas des recruteurs de Daesh, mais pour le ministère de la Justice, l'essentiel, c'est de les faire taire. Ce qui était visé, c'était de pénaliser la banalisation de ce discours. Banaliser un tel discours de haine est dangereux, parce que cela lui permet d'être diffusé, d'être entendu. Donc il faut pénaliser ces discours. Dans les filets de la justice, beaucoup de provocateurs, comme à Béziers il y a 3 semaines. Ce jour-là, les policiers débarquent dans cette sandwicherie halal, tenue par Jean-Claude Courmont et son frère. Ils nous ont mis dans le snack. Mon frère, il était à genoux là, devant la poubelle, ils l'ont rapproché. Ils ont mis mon frère à genoux avec le bandeau. Moi, ils m'ont allongé par terre en m'en donnant des ordres de pas bouger, pas regarder, en fait, au final. Et voilà, quoi. Son frère Alain est poursuivi pour apologie du terrorisme. Au départ, l'histoire paraît absurde. Car ce qui amène les enquêteurs au Toubib Burger, c'est le nom des sandwichs vendus ici. Le produit phare, la Kalachnikov. Il s'appelle la Kalash. C'est parce qu'on peut prendre bien dans la main et il fait la taille. 47 cm de sandwich poulet fromage avec ses munitions. Les frites, c'était les balles et la Kalash, c'était le sandwich. Et voilà. Pourquoi? Parce que c'était accrocheur, il est grand, il est copieux. Et les gens, de nos jours, les gens, ils aiment bien les noms d'armes, les trucs comme ça. C'est plus commercial qu'on est fou d'armes, en fait. Ce jour-là, les policiers repartent avec les menus du restaurant. On y trouve le FAMAS, un sandwich au steak, ou encore la Grenade, un hamburger. Un marketing qui avait son petit succès auprès des jeunes de Béziers. Vous avez souvent pris des Kalash, des M16 Oui, bien sûr, madame. Mais c'est pas un Kalash qu'il a commandé de la Russie. Hein. C'est que un sandwich. Hein. C'est simple. Pour vous, il n'y a pas de confusion possible? Non, pas du tout. Ah, c'est juste un délire. Un humour qui ne fait pas rire les policiers. Car le restaurateur se définit lui-même comme un islamiste radical. Sur son profil Facebook, il va plus loin dans la provoque. Abdelatif, de son nom musulman, publie des photos de ceintures d'explosifs, d'armes, des vidéos de propagande. D'après l'enquête, il a même consulté un site qui appelle au djihad. Le frère de Jean-Claude Courmont a des antécédents lourds. Une condamnation en 2010 à 2 ans de prison pour détention d'armes et trafic de cannabis. Il fait aussi l'objet d'une fiche S, comme pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État. Pour le procureur, Courmont a le profil type de ceux qu'il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Bien entendu, il s'agit d'éviter premièrement que ces individus fassent des émules, et puis ça fait partie de ce qu'on appelle un peu les délits obstacles, hein, c'est-à-dire un peu des délits, des infractions préventives qui sont là un peu peut-être pour éviter que les gens passent à un stade supérieur à un autre stade. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que ce monsieur aurait pu passer à l'acte? C'est pas une certitude, mais ça pouvait être de l'ordre du possible. Pour son avocat,
Rien sur le plan juridique ne justifie les poursuites. Le restaurateur est un pur provocateur, adepte de l'humour noir. Alain Courmont, c'est quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux. Alors une curiosité peut-être malsaine dans un climat politique et un climat social extrêmement tendu. Une curiosité effectivement qui dérange parce que c'est un personnage atypique. Mais encore une fois, je pense que si tous les terroristes étaient comme lui, on pourrait sourire et on se sentirait rassuré. Je dirais simplement que Courmont, c'est un converti qui a une barbe et qui a un gros nez rouge au milieu du visage. Pour moi, c'est plus un clown qu'un homme dangereux. Un déguisement qui pourrait lui coûter cher. Alain Courmont risque 7 ans de prison. Sur Internet, l'apologie est plus sévèrement punie. Mais tous les condamnés ne sont pas allés aussi loin dans la provocation. Parfois, il suffit d'un verre de trop pour se retrouver derrière les barreaux. Dans près de la moitié des cas, l'apologie s'accompagne d'autres délits, comme l'ivresse sur la voie publique. C'est dans ce bar de Mende, dans l'Osaire, que le client de Frédéric Michel a commencé une soirée bien arrosée. Bonsoir Philo, c'est Fred, bonsoir. Ah, on est où là? Alors nous sommes au bar du commerce, c'est le bar dans lequel monsieur a bu ce soir-là avant d'être interpellé. Quelques bières et une demi-bouteille de whisky plus tard, Youssef, marocain de 27 ans, se met à errer dans les rues de Mende. Je pense que là, il était encore habillé avec ses affaires. C'est plus tard qu'il a dû perdre ses effets personnels. À 1h30 du matin, totalement ivre, il se retrouve torse nu. Et lorsqu'il croise les policiers, le ton monte d'un coup. Une patrouille de police, donc 20 minutes après, d'après les procès-verbaux, arrive apparemment par là et voit monsieur qui sortait de la résidence Chavagnier que nous avons là devant. Celui-ci voit ce véhicule de police et il se cache derrière apparemment un de ces petits murets en mimant un tir, donc un tireur couché ici, avec une arme factice. Il n'avait rien, avec ses doigts simplement, il faisait semblant d'avoir une arme, comme s'il mimait un coup de feu vers la police, et il leur dit « bande de fils de pute ». Et il crie « Daesh, Daesh », tout simplement, sans un mot devant, sans un mot derrière. Il n'a pas dit « vive Daesh », il n'a pas dit « Daesh, c'est le plus fort », il n'y a pas de commentaire sur Daesh, c'est simplement le mot « Daesh », 2 fois, prononcé 2 fois. C'est tout. Pour son avocat, pas d'apologie donc. D'autant qu'à cette heure-ci à Mende, tout le monde dort. Vous le voyez, il n'y a personne. Nous sommes dans une rue déserte, il n'y a personne qui passe, personne qui passait, puisqu'il n'y a aucun témoin. Donc quand même, on le poursuit pour une apologie du terrorisme sur un message, simplement 2 mots qui ont été adressés à 3 personnes. 3 seules personnes qui l'ont entendu, ce sont 3 policiers. Condamné en comparution immédiate, Youssef écope d'1 an de prison ferme pour l'apologie, mais aussi à cause de ses antécédents, outrage et conduite en état d'ivresse. Pour celle qui a partagé sa vie durant 5 ans, l'homme n'a rien d'un terroriste, plutôt un fanatique de la bouteille. Lui, en l'occurrence, était alcoolique. Mais vraiment, il essayait de se sevrer, mais bon, c'était pas possible, il retombait toujours dedans, et à chaque fois qu'il buvait beaucoup trop, et ça partait dans des histoires voilà, où c'était des insultes qu'il voulait, et des choses qu'il regrettait le lendemain d'ailleurs, parce que effectivement, il se rendait pas compte, des fois il se souvenait même plus des soirées qu'il avait passées, quoi. Dans ce département rural, le moins dense de l'Hexagone, on a coutume de dire que la population tient dans le Stade de France. Avec cette affaire, c'est la première fois que le mot terrorisme est prononcé à la barre du tribunal de Mende. L'histoire pourrait prêter à sourire. Mais dans sa cellule de la maison d'arrêt, Youssef est désespéré. Il n'a pas la nationalité française. Sa condamnation pour apologie du terrorisme lui vaut donc 7 ans d'interdiction du territoire. Si, après ma détention, on m'expulse au Maroc, autant vous dire que le mieux pour moi serait de mettre la corde dans ma cellule et d'en finir avec mes jours. En France, depuis l'âge de 12 ans, Youssef ne se voit pas vivre ailleurs. Il a décidé de faire appel et en attendant, reste incarcéré à la maison d'arrêt de Mende.
Et voilà pour ce reportage signé Raphaël Chapira et Jean-Marc Nouknouk. On est toujours dans le ciel de Paris, c'est le nom de ce restaurant, tout en haut de la tour Montparnasse. Et on se retrouve avec vous, Thibaut de Montbrial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste, vous avez créé un centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous pensez que nous sommes en guerre contre les terroristes et qu'il est temps de se réveiller. C'est ce que vous dites notamment dans votre dernier livre qui s'appelle Le sursaut ou le chaos. Alors il est temps de se réveiller. Certes, mais quand on voit la police entendre un enfant de 8 ans, comme on vient de le voir, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin ? La première idée qui m'a frappé en regardant ce reportage, c'est qu'en frappant Charlie Hebdo, les terroristes, en janvier 2015, ont eu une idée qui, de leur point de vue, était excellente. Parce qu'ils savaient que la cible Charlie, si elle allait évidemment choquer, formidablement choquer, la quasi-intégralité de notre pays, allait quand même causer une sorte d'embarras dans la communauté musulmane. Et de très nombreux musulmans modérés ont dit... Le terrorisme est condamnable, il n'y a rien qui justifie ça, virgule, mais quand même, les gens de Charlie Hebdo avaient un peu exagéré. Et l'histoire de ce petit garçon de 8 ans, au-delà de la maladresse, je reprends le terme de la commissaire de police qu'on a vu, c'est évidemment une maladresse de le faire entendre dans des conditions d'audition de police. D'adultes. Par contre, le fait que la police s'intéresse à sa famille et s'intéresse aux raisons qui ont pu conduire un enfant de 8 ans au moment du débat dans la classe sur la citoyenneté et sur le terrorisme à proférer les propos qu'il a proférés, ça me paraît absolument normal. Et alors l'autre cas qu'on a vu, celui de ce type qui dit Daesh dans la rue, est-ce que ça mérite qu'il soit incarcéré, qu'il soit expulsé ? Alors, en tout cas, ça m'inspire une chose, quasiment tous les jours en France, depuis le mois de janvier, des policiers racontent que des gens les apostrophent dans la rue en disant... on va vous tuer, en disant ça va bientôt commencer, en disant vous verrez, nous aussi, Daesh, etc. Donc c'est normal qu'on s'intéresse à ces gens. Ce ne sont pas des gestes anodins, ce ne sont pas des paroles anodines, et c'était des comportements qui n'existaient pas il y a 2 ans. Donc ensuite, sur le cas d'espèce, je ne sais pas, je n'ai pas vu le dossier. À vous entendre, vaut mieux emprisonner largement, par mesure de précaution. Non, ce n'est pas le terme emprisonnier qui est exact. C'est mieux d'enquêter largement. C'est mieux de surveiller largement. Après, emprisonner ou pas, ça dépend du contenu. Mais ensuite, si on ne les emprisonne pas, on sait qu'on n'a pas les moyens de les surveiller 24 heures sur 24 Alors, et qu'eux ont les moyens de disparaître. Alors, non, mais vous résumez toute la complexité du problème. C'est que nous avons depuis 2 ans une menace qui croît de façon exponentielle. Et en face, nous avons des services de renseignement qui sont à périmètre quasiment constant. Donc d'un côté, il y a une courbe qui est comme ça, et de l'autre, il y a une courbe qui est comme ça. Donc forcément, c'est la quadrature du cercle, c'est la mission quasi impossible. Et les services font ce qu'ils peuvent, mais c'est très difficile de leur faire le reproche d'aller enquêter, y compris jusqu'à l'interpellation, sur des gens qui tiennent des propos sur Internet, tels que ceux qu'on a vus à propos de la sandwicherie. Ça me paraît délicat de le leur reprocher. Alors, ce qu'on a découvert ces derniers temps, c'est que sur plusieurs attentats, et on l'a vu notamment sur l'affaire de Villejuif dans le reportage qu'on a montré tout à l'heure, c'est que les terroristes étaient vraiment pilotés à distance depuis la Syrie. Et puis ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est qu'on sait que l'armée française a bombardé un camp d'entraînement de Daesh, sachant qu'il y avait des Français. Est-ce qu'à votre avis, on est en train de cibler les terroristes français en Syrie ? Alors, j'espère qu'on est enfin en train de cibler les terroristes français en Syrie, le cas échéant en Irak, parce que ce dont il faut avoir conscience, c'est que les Français qui partent commettre le djihad partent en guerre, y compris contre nous. Les messages vidéo qui sont adressés à la France par les groupes terroristes depuis la Syrie sont des messages de déclaration de guerre et même pas de menaces, mais de promesses d'attentats sur notre territoire. Nous serions dès lors fous de ne pas comprendre que ces gens nous font la guerre et de ne pas tuer ceux qui deviennent là-bas des combattants qui se préparent à rentrer commettre des attentats sur notre territoire. Donc j'espère que c'est effectivement vrai, on n'a pas encore de confirmation officielle, mais j'espère qu'effectivement des Français, des combattants français ont été tués, parce que pour être très clair, ça fait des dangers en moins pour notre territoire. Mais ce qui est important, c'est l'effet d'annonce, c'est-à-dire que c'est la première fois que le gouvernement assume publiquement, comme les Britanniques l'ont fait il y a 15 jours ou 3 semaines, le fait de cibler ses propres citoyens pour protéger notre territoire. L'avocat que vous êtes n'est pas contre la peine de mort ? C'est pas une question de peine de mort. Moi, je pense que la peine de mort pose un certain nombre de problèmes sur lesquels on ne va pas rentrer dans le cadre d'un système judiciaire. Mais là, on n'est pas dans une logique judiciaire, on est dans une logique de guerre. À partir du moment où des gens nous font la guerre, vont se former, s'équiper, s'entraîner, recevoir des ordres pour commettre des actes de guerre sur notre territoire, nous sommes absolument légitimes à les tuer pour protéger notre population et notre pays. Merci Thibaut de Montbrial. Je rappelle que vous présidez ce centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Alors maintenant, on va partir pour un pays d'Europe qui assume son hostilité aux migrants et qui fait le lien direct entre
immigration et terrorisme, c'est la Hongrie, dirigée par le populiste Viktor Orban. Nous y sommes retournés juste après l'édification de ce fameux mur anti-migrants. La parano hongroise, c'est une enquête de Jean-Carl Lambert, Raphaël Durosel et Xavier Puperon. Le calme est trompeur à Beremend. Nous sommes à la frontière avec la Croatie. Depuis la mi-septembre, la commune la plus au sud de la Hongrie vit au rythme du balai des migrants en transit. Depuis la construction d'un immense mur de barbelés, Beremend est aujourd'hui pour eux le seul et unique point d'entrée en Hongrie, le seul moyen de poursuivre la route vers l'Autriche et l'Allemagne. Régulièrement, Gabor, un ouvrier agricole du village, vient observer le manège des bus affrétés par le gouvernement hongrois. Salut. On en est où ce soir? Les bus sont tous arrivés? Ouais, mais le transfert va durer un petit moment. Gabor est inquiet. Pour lui, les migrants n'apportent rien de bon. Ils viennent d'un environnement où il y a beaucoup d'attentats, beaucoup de problèmes et beaucoup de tensions. Et je ne pense pas qu'ils vont se débarrasser de ça du jour au lendemain. Et puis il y a un autre problème. D'après ce que je sais de leur religion, elle leur enseigne qu'ils doivent tenter de nous convertir à tout prix. Gabor se sent très proche des policiers et douaniers arrivés de tout le pays pour travailler à Beremend. Alors, avec quelques habitants du village, il a décidé d'améliorer leur ordinaire. Alors, comment ça se passe? Ça va, la consistance est bien. Ouais, en tout cas, ça sent bon. Ce soir, grâce à quelques bénévoles, les gardes-frontières auront droit à un bon plat chaud. C'est important que les forces de l'ordre sachent que nous sommes avec eux et que nous avons de la reconnaissance pour le travail qu'ils font. Mais vous ne pensez pas que c'est plutôt les réfugiés qui ont faim ce soir? Non, je me suis renseigné. Ils reçoivent de la nourriture en quantité suffisante. Compassion pour les soldats. Méfiance vis-à-vis des migrants. Présentés comme des envahisseurs, des terroristes en puissance, ils font peur à une bonne partie des Hongrois. Dans les médias, souvent très proches du gouvernement, les campagnes ouvertement hostiles aux réfugiés se succèdent. De plus en plus de monde tire la sonnette d'alarme. Dans ce pays, où même les journalistes s'en prennent physiquement à des réfugiés, le message est martelé sans nuance. La vague de migration est présentée ici comme une menace pour la sécurité, l'économie et l'identité du pays. Le Premier ministre Orban dénonce la naïveté de ses voisins européens. Il se voit en première ligne face à l'invasion musulmane. 26 ans après la chute du rideau de fer, la Hongrie construit un nouveau mur qui divise l'opinion. Certains dénoncent une hystérie paranoïaque. Les autres prétendent défendre un pays agressé. Ce discours alarmiste a de nombreux relais en Hongrie. Péter Csonrád est un représentant de Jobbik, le parti d'extrême droite qui exige la fermeture totale du pays pour les migrants. Nous sommes à Röszke, près de la frontière serbe. Le calme est revenu. Mais tout l'été, selon lui, les gens ont eu peur. Les migrants se déplaçaient avec des objets pas rassurants. Ils avaient des couteaux ou des machettes. C'était pas vraiment des touristes, hein. Vous savez, la plupart des spécialistes en Hongrie disent que 10 à 20% d'entre eux sont reliés à Daesh, ou en tout cas qu'ils ont tendance à être radicalisés et qu'ils pourraient devenir dangereux plus tard en Europe. Peter nous emmène chez un couple d'agriculteurs. Bonjour. Bonjour. Le passage des migrants dans leurs champs a provoqué des dégâts et l'élu veut les aider à se faire dédommager. Entre la mi-juin et la mi-septembre, plusieurs milliers de réfugiés ont piétiné les cultures de paprika, de choux, de haricots. Ici, il y avait de l'eau partout. Et j'ai bien vu qu'ils avaient démonté le système d'arrosage à plusieurs endroits pour prendre de l'eau. Ils avaient commencé dès le printemps, en déchirant la bâche avec un morceau de verre. Anton estime les dégâts à 1 millier d'euros.
Pour lui, face à la vague des migrants, le gouvernement aurait dû agir plus fort et surtout plus tôt. C'était trop tard et pas assez ferme. On doit respecter les lois. Et ça vaut pour tout le monde. Les migrants, ils vont et ils viennent comme des souris. Moi, je reçois des amendes et eux, on leur dit « s'il vous plaît, par ici ». On les fait monter dans des bus climatisés et on leur donne de l'eau minérale. Et moi, je dois payer un PV parce qu'il manque une ampoule sur ma voiture. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Moi, je dirais une fosse avec des crocodiles. Ou alors, comme au temps du communisme, des armes et des chiens pour protéger le pays. Protéger à tout prix une nation en danger. C'est précisément le message que le gouvernement hongrois a répété tout l'été, via les médias. À Budapest, devant le siège de la télévision nationale, un journaliste a installé son bureau dans une caravane. Depuis longtemps, Banlash dénonce la complaisance de la télé publique vis-à-vis du gouvernement. Pour ça, il a été renvoyé. Et depuis 3 ans, tous les jours, il campe devant son ancienne rédaction en guise de protestation. C'est la ruée sur la frontière croate. La crise des migrants lui donne une nouvelle occasion de décrypter ce qu'il appelle une propagande d'État. On montre qu'ils sont nombreux, surtout des hommes. C'est une foule immense. Ça renforce le sentiment d'insécurité. Quand on voit des enfants, la caméra ne s'arrête pas sur eux. On montre des gros plans de pieds, de bottes. C'est typiquement le genre d'image qui fait penser au passage d'une armée. Et là, regardez, c'est ce qu'on appelle le conducteur d'une émission. C'est le déroulé d'un journal télévisé. Là, on précise en toutes lettres que lorsqu'il est question des migrants, il ne doit pas y avoir d'enfants sur les images qui défilent derrière le présentateur. Surtout, ne pas attendrir le téléspectateur et privilégier les informations les plus inquiétantes. Et voici le genre d'histoire dont raffole la télé hongroise. Lors de notre tournage, près de la frontière serbe, à Röszke, nous avons croisé Antal, militant d'extrême droite, qui nous dit avoir fait une trouvaille. Un portable bourré de vidéos est perdu, selon lui, par un migrant. Ce téléphone, c'est un jeune homme du coin qui l'a trouvé et qui me l'a apporté quand il a vu ce qu'il y avait dedans. On voit des groupes armés qui y tiennent un discours de propagande à la télé. Pour Antal, le contenu de ce portable est accablant. Il prouverait qu'il y a des djihadistes parmi les réfugiés. Il y a une vidéo de décapitation et c'est une scène tournée directement par ce téléphone. Il y a tellement de trucs là-dedans. Je sais pas où elle est. Ah, voilà mon équipe télé. Entrée en scène de la télévision publique M1. Antal dit avoir négocié avec cette journaliste. Bonjour Antal. Il lui a promis l'exclusivité de son témoignage, ainsi que les images du portable. On va attendre d'être un peu tranquille pour se parler. Antal va très vite disparaître avec les journalistes hongrois et quelques jours plus tard... 1000 vidéos sur des portables que les migrants ont jetés ou laissés derrière eux. Voici les images du fameux portable qui passent en boucle sur la chaîne publique d'information en continu. Impossible de savoir précisément qui a filmé ou chargé ces images sur le portable, mais certaines vidéos ne peuvent pas être montrées. Aucune enquête sur la provenance du portable. Il n'est pas précisé non plus qu'Antal est un militant d'extrême droite. Et dans le reportage, quand il décrit les migrants qu'il a vus passer, cet informaticien s'improvise même expert militaire. Certains d'entre eux s'asseyaient en groupe d'une façon très caractéristique. Une forme de position de défense bien connue dans l'armée. Des migrants entraînés, en possession d'images d'une rare violence. Pour le gouvernement, c'est du pain béni. Seule la presse hongroise oserait montrer ce pays en première ligne face aux dangers terroristes. C'est le discours bien huilé que le porte-parole du gouvernement répète inlassablement. Le fait qu'on ne puisse pas savoir qui sont les 280 000 personnes qui viennent de traverser le pays, c'est un risque énorme. Si dans le lot, il n'y a ne serait-ce qu'un seul terroriste prêt à passer à l'acte,
vous êtes bien placés, vous les Français, pour savoir le danger que ça représente. À Paris, Charlie Hebdo, c'était des gens qui étaient en France depuis 30 ans. On pourrait considérer, c'est un peu de la paranoïa aussi, de lier directement vague d'immigration avec terrorisme immédiat. C'est pas de la paranoïa, c'est un constat. Celui qui est né dans le pays, on ne le considère peut-être plus comme un immigré, mais avant lui, il y a bien eu ses parents, des immigrés. Et ça montre que l'intégration est un échec. Intégration, immigration, risque terroriste. Jusque-là, ces questions n'intéressaient pas la Hongrie, un pays longtemps isolé derrière le rideau de fer et qui n'a jamais connu l'immigration, ni le moindre attentat. Orban surfe-t-il sur la vague des migrants pour jouer les sauveurs de la nation? Marta Pardavi en est persuadée. Cette responsable d'une ONG qui défend les droits de l'homme nous montre un étonnant questionnaire envoyé en mai dernier à tous les Hongrois en âge de voter. Le titre est explicite, Immigration et terrorisme. Quelle place tient la menace terroriste dans votre vie? Et on mentionne juste avant les attentats de Paris et les exactions de Daesh. On peut répondre très important, important ou pas important. Et ça continue comme ça. Pensez-vous qu'il va y avoir une attaque terroriste en Hongrie? Donc l'idée, c'est bien de répandre le sentiment d'insécurité et de menace. Et Orban peut donc se présenter comme un homme d'État fort qui a identifié le problème et mis en œuvre une solution. Et la solution, c'est de maintenir les réfugiés hors de la Hongrie. Selon le gouvernement, 15% des sondés ont répondu. Pas grand monde donc, mais largement de quoi diffuser dans les rues du pays ce message au ton martial. Les gens ont décidé, il faut défendre le pays. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la lecture que fait le gouvernement de l'épisode de cet été? Oui, ça signifie bien sûr la purification du territoire national des immigrés. Gaspar Miklos Tamas est un farouche opposant à Viktor Orban. Pour lui, avec ses slogans simplistes, le gouvernement cherche juste à réveiller les instincts xénophobes de certains. Je ne crois pas que les gens ont très grande peur du terrorisme. C'est seulement l'antipathie pour les bougnoules, pour les youpins, pour les gitans, pour les moscovites. Alors c'est très traditionnel, mais qui, pour le moment, c'est pas pour toujours, c'est pas éternel, ça va changer. Mais pour le moment, vraiment, il y a une unité inspirée par la peur et par le soupçon. Le soupçon et la peur gagnent du terrain en Hongrie, de façon parfois surprenante. Ce dimanche matin, Monseigneur Chris Rigaud célèbre la messe à Budapest. À la mi-septembre, cet évêque a choqué en parlant dans un grand journal américain d'une invasion musulmane. Après coup, le prélat regrette la polémique, mais il insiste. La Hongrie chrétienne est menacée. Nous vivons dans un pays dont les racines sont judéo-chrétiennes. Il y a des fondements culturels chrétiens. Ça va presque au-delà de la religion à laquelle on appartient. Donc si quelqu'un arrive avec agressivité, avec pour objectif de changer cette société, cette culture, alors oui, c'est normal qu'on se protège contre ça, comme on devrait se protéger du suicide. Et là je parle d'un suicide culturel. Un islam conquérant qui menacerait la chrétienté. Seulement l'islam de Hongrie a un tout autre visage. Dans ce pays de 10 millions d'habitants, la communauté musulmane est très réduite. À peine 40 000 personnes, essentiellement des convertis. Aucune mosquée, quelques modestes salles de prière, comme ici, en périphérie de Budapest. À l'intérieur, des Hongrois inquiets qui sentent monter la tension. Je vous raconte une conversation récente avec un homme qui ne savait pas que j'étais musulman et quand il l'a appris, il m'a posé cette question.
Quand est-ce que tu vas te faire exploser? Ouais, et ils disent rentrez chez vous. Quel est notre destin à nous, musulmans de Hongrie? Est-ce qu'on va être mis dans les wagons comme les juifs à l'époque des nazis? Ou alors est-ce que ça va se passer comme à Srebrenica, où les Bosniaques ont été massacrés à cause de leur religion? Je te précède. Myriam aussi est musulmane, elle aussi convertie. Mais avec son foulard, elle se fait vite repérer lorsqu'elle est dans la rue. Pour se protéger, Myriam fait depuis quelque temps une entorse à la règle. J'ai peur que quelqu'un m'agresse. J'ai peur, quoi. Les représentants de l'islam de Hongrie ont envoyé une lettre au Premier ministre pour dénoncer l'hostilité dont ils font l'objet. Pour le moment, aucune réponse. Et voilà pour ce reportage signé Jean-Carl Lambert et Raphaël Durosel. Et on se retrouve ici au Nouma, c'est en plein cœur de ce qu'on appelle à Paris le Silicon Sentier. C'est un lieu hyper connecté où sont notamment organisés des débats, un accélérateur de start-up. Et on se retrouve avec vous, Tristan Nitto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil national du numérique, vous travaillez pour Cozy Cloud, qui est une société qui essaye d'organiser un cloud plus respectueux de la vie privée. Alors on vient voir ce reportage sur ce qu'on a appelé la parano hongroise. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'en France aussi, une certaine parano pourrait nous conduire trop loin en matière de surveillance des citoyens, notamment cette loi sur le renseignement adoptée l'été dernier. Vous la trouvez dangereuse? Expliquez-nous pourquoi. Oui, je la trouve liberticide, en ce sens qu'elle met en place, elle autorise la surveillance de masse de l'Internet et des communications mobiles. Et ça a un impact sur la société, c'est-à-dire qu'en fait, on écrit dans la loi qu'on va pouvoir devenir un État policier à terme. Alors évidemment, pas tout de suite, on est dans des instances démocratiques, mais c'est dans la loi et on ignore de quoi le futur est fait. Qu'est-ce qui nous dit que lors des prochaines présidentielles ou celles d'après, on n'aura pas un parti un peu de très dur et qui dit ça suffit, il faut pouvoir écouter les gens, etc. Et alors, on se retrouvait dans une Stasi à la française qui est déjà permise par la loi. Alors concrètement, qu'est-ce que permet cette loi qui n'était pas permise jusqu'à présent, notamment ce qu'on appelle les catchers, c'est-à-dire des boîtes qui surveillent toutes les conversations téléphoniques? Oui, alors il y a du matériel qu'on appelle les IMSI catchers. En gros, ça représente, ça tient dans une valise. Sur plusieurs centaines de mètres autour, ça va pouvoir capturer qui appelle qui, pendant combien de temps, et qui se trouve dans la zone et toutes les données qui vont avec. Donc en fait, ça met sous écoute la téléphonie mobile dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Et alors si j'ai bien compris, ce qui vous dérange encore plus sont les boîtes noires qu'on demande aux hébergeurs de mettre en place. Tout à fait. Il y a une partie de la loi qui explique qu'on a dorénavant le droit de mettre sous écoute des parties entières de l'Internet français. En même temps, vous comprenez bien qu'on ait envie de surveiller Internet, parce que le terrorisme, il utilise énormément cet outil-là. Oui, alors, vous savez, il y a des tas de choses que les terroristes utilisent et qu'on n'interdit pas. Hein. Par exemple, les terroristes de janvier 2015 utilisaient des voitures françaises. On n'a pas interdit les voitures françaises à la suite des actes de terrorisme qu'ils ont fait. Ils avaient tous des chaussures. On n'a pas interdit les cutters après le 11 septembre, d'accord. Voilà, exactement. Mais en même temps, si on sait qu'ils utilisent, si on sait que par exemple en ce moment les donneurs d'ordre en Syrie passent par Internet pour donner leurs ordres à des terroristes en France, on comprend l'envie et le besoin absolu de surveiller tout ça. Oui, il faut mettre en rapport le coût social qu'il y a à mettre une société sous écoute et le bénéfice qu'on en retire. Alors le coût social, c'est que si on se sent surveillé, eh bien on va plus être créatif parce que c'est ainsi fait que quand on se sent surveillé, même si on l'est pas vraiment, si on croit qu'on l'est, ça a un impact sur les gens et c'est un impact qui est extrêmement négatif sur nos libertés. Et en termes de bénéfices, il faut voir qu'il n'y aura pas de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour protéger ces communications sur Internet, il est très facile d'utiliser des outils de chiffrement, qu'on appelle parfois du cryptage, voilà. Ça permet de passer inaperçu. Et ce sont des techniques et des outils qui existent, qui sont importants, parce qu'ils vont permettre, par exemple, à des dissidents de s'exprimer dans des dictatures. Mais ces outils, ils peuvent être utilisés par des tas de gens, y compris des terroristes. Donc, au final, le bilan, c'est qu'on surveille. On met toute la France sous surveillance et on va attraper aucun terroriste. C'est là que c'est vraiment aberrant et c'est pour ça que je m'oppose à cette loi renseignement. C'est une très mauvaise idée parce qu'on paye le coût
de la surveillance, mais on n'en a pas les bénéfices. Mais qu'est-ce que vous demandez alors? Qu'il n'y ait aucune surveillance de ce qui se passe sur Internet, qu'on n'aille plus voir dans les forums où on sait que des jeunes radicalisés communiquent? Ce qui est vraiment préoccupant, c'est la surveillance de masse qui sera inefficace et liberticide. Cela dit, si on a des doutes sur des personnes et qu'on pressent qu'elles soient terroristes, ça me va très bien qu'on aille regarder, qu'on les surveille, parce que c'est des terroristes et qu'on intervienne si nécessaire. Mais ça me va très bien de faire ça, mais c'est pas le problème. Il faut voir que tous les terroristes, ces derniers temps, de Mera, etc., les Koulibaly et compagnie, ils avaient tous des fiches S. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient déjà repérés, mais on les suivait plus. Donc le problème, il est là. Il n'est pas tellement dans l'idée de surveiller plus largement la population française. Merci beaucoup pour ces explications, Tristan Nitto. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du numérique. Et voilà ce qu'on souhaitait vous dire ce soir sur la menace terroriste et la façon dont on y répond. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, des paroles et des actes avec David Pujadas. Tout de suite, musique, c'est Alcaline sur France 2.